Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous présenter David. Enchanté. Voilà, qui va vous Bonjour, parler de Romain. son parcours d'investisseur et de son activité aussi au sein de projets locatifs, des projets qu'il a proposés à des clients. Il va vous donner plein de tips, des astuces, des erreurs qu'il a fait. Enfin voilà, le but c'est d'expliquer un parcours et de vous éviter de faire des erreurs et d'essayer de vous apporter un maximum d'informations aussi pour optimiser vos projets, vos recherches et puis surtout partager une expérience d'investisseur puisque on est tous un groupe d'investisseurs, on adore partager et s'entraider aussi. Donc on va donner des chiffres, on va montrer quelques projets, tu m'enverras des photos, des trucs. Bon, on va donner un maximum. Allez, c'est parti. Bon, alors David, du coup, est-ce que tu peux te présenter juste, tu es d'où, quel âge tu as et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ok, ça marche. Donc moi, David, j'ai 45 ans, j'habite dans la région bordelaise. Et puis aujourd'hui, je profite de mon temps pour gérer mes investissements locatifs et également pour trouver des pépites pour les clients de projets locatifs. Yes. Et tu as beaucoup de temps? Tu profites de la vie aussi. Ouais, je profite beaucoup de la vie. Ouais, tu le dis pas, mais tu profites quand même de ce confort de vie pour aussi allier plusieurs passions en fait. Hein. Exactement. Du coup. Exactement. Donc moi j'ai plusieurs passions dans la navigation. Voilà, Oui. je fais de la voile. D'ailleurs c'est comme ça que je suis arrivé à l'investissement en vrai. Ah ouais? Parce que tout a commencé en 2003. J'ai fait une mini transat. D'accord. Donc en fait, ça consiste à traverser l'Atlantique sur un bateau de 6,50 m, c'est pour ça qu'on dit mini transat. D'accord. En solitaire, donc à l'époque c'était de La Rochelle jusqu'à Salvador de Bahia au Brésil. Wow. Et donc sur la deuxième étape, j'ai fait 21 jours de mer, donc tout seul. Ah oui. Et c'est une bonne occasion pour faire un point sur sa vie. Sûrement. Et pendant ces 3 semaines à réfléchir, je me suis dit comme ça, d'ailleurs je sais pas d'où c'est venu, mais que toucher des loyers de la part d'un locataire, c'était pas mal, une bonne manière de gagner sa vie, quoi. Ouais. Voilà. Donc en fait à mon retour, j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement. J'ai commencé un nouveau travail à l'époque sur la région d'Angoulême. D'accord. Et là, c'était la première fois que j'avais à me loger et je me suis vraiment confronté à ce manque de logement correct. D'accord. Parce que moi, à l'époque, je débutais un CDI, donc moi, j'imaginais un petit appartement propre, tout neuf. D'accord. Et franchement, sur Angoulême, à l'époque, donc c'était dans les années 2004, j'ai pas trouvé. Tu as eu du mal à trouver? J'ai eu du mal à trouver, j'ai dû revenir plusieurs fois. Donc ça m'a conforté dans... Il y a quelque chose, ça part souvent d'un problème d'ailleurs, les idées de création, de business et tout, c'est souvent un problème. Je dis attends, mais il y a un problème là. Oui, puis il faut apporter la solution. Puis je voyais, des fois je faisais des visites, je voyais les bailleurs, les mecs, je me disais lui il a l'air cool. Et puis ce qu'il propose à louer, c'est pas terrible forcément, mais il a pas l'air d'avoir de mal à le louer. Puis on m'avait fait comprendre que c'était ce qu'on me proposait, c'était déjà pas mal, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, au final j'ai pris le moins pire que j'allais trouver. Ouais. Mais bon. Avec c'était une salle de bain rose et moquette verte au mur. Un peu à l'ancienne, ouais. Carrément à l'ancienne. Et bon bref. Et du coup ça m'a conforté. Et en 2005 j'ai acheté ma première maison de ville sur Angoulême. Ah ouais, voilà. Ok, très bien. Ouais, donc intéressant. Mais du coup, c'est souvent la réflexion des investisseurs. Là, je reviens un peu à la réflexion sur soi. Ça part souvent. On prend du recul en fait sur la vie qu'on peut avoir au quotidien, où on est salarié, on travaille dur, on paye nos charges. Puis au final, on fait une sorte de retour à zéro parce qu'avant, en plus, tu avais un poste, tu étais cadre. Voilà, et puis tu avais peut-être un niveau de vie finalement qui avait monté aussi en rapport de tes revenus. Et moi, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai commencé à investir, c'était une conviction. J'avais fait cette transatlantique et je m'étais dit, oui, il faut investir, c'est super. Okay. Mais aucune formation, une famille avec 0 entrepreneur, 0 investisseur, même plutôt ce qu'on dit traditionnellement, des réticences, tu risques de pas être payé de tes loyers, etc. En plus. Donc voilà, donc pas de, on va dire l'environnement
pas du tout favorable, ouais. et puis aucune formation. Donc moi j'ai investi comme ça, quoi. D'accord. Donc j'ai fait entre guillemets quelques erreurs. Bien sûr. Puis à l'époque, il n'y avait pas d'information aussi. Il n'y avait pas de formation. Ou alors peut-être qu'il devait exister 1 ou 2 bouquins. Ouais, c'était mais pas comme moi j'y avais pas quoi. accès, quoi, à l'époque. Ouais. D'accord, donc tu as débuté ton parcours d'investisseur en 2004, 2005. Voilà, 2004 j'ai commencé à chercher, et puis premier achat notarié en février 2005, donc j'avais signé la promesse de vente en novembre 2004. Pour du locatif, donc avant d'être propriétaire de ta résidence principale, tout à fait, tu avais déjà la logique d'investir. Donc ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça, oui, c'était pas calculé, quoi. On va dire que c'est une bonne chose. Oui. Mais ça s'est fait comme ça, c'était pas délibéré. Ouais. Alors il n'y a pas de chemin, parce que si vous voyez cette vidéo en disant « Ah, il vaut mieux d'abord investir ou acheter sa résidence principale », non, là c'était comme ça s'est passé comme ça. Ça s'est fait comme ça, ouais. Mais il n'y a pas forcément de chemin particulier. Moi, j'ai commencé à investir aussi avant d'acheter ma résidence principale, mais il faut savoir que si vous investissez sans être propriétaire de votre résidence principale, c'est quand même un critère négatif, en tout cas pour la banque, pour vous financer, parce que les banquiers préfèrent financer un propriétaire de résidence principale en premier et après un investissement locatif. Donc, contrairement à ce que certaines personnes peuvent vous dire ou communication en disant n'achetez pas votre résidence principale, ça va vous surendetter. Je pense que c'est vrai sur certains secteurs, dans des grandes métropoles où le prix de l'immobilier explose et là vous allez exploser votre taux d'endettement. Mais sinon, de manière générale, c'est pas forcément valable. Il vaut mieux, en tous les cas, si possible, et si vous explosez pas votre taux d'endettement, acheter votre résidence principale et après investir. En tout cas pour les banquiers. Et puis l'option achat-revente de la résidence principale mixée avec de l'investissement, pour moi, c'est tout à fait, exactement. Le top pour vraiment faire grossir son patrimoine. Création de capital et en plus de ça, création de revenus automatiques avec le locatif. Ouais, donc ça fait 16 ans que tu investis. Alors du coup. Donc c'est quoi, des appartements que tu as achetés toi principalement? Alors en fait ce que j'ai acheté sur Angoulême c'était des maisons de ville. Ah ouais, ok. Donc c'est on va dire des maisons sans jardin, sans extérieur. Ouais. Donc c'est vrai que il n'y a pas de copropriété. Je suis entre guillemets seul maître à bord. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Voilà. Tout à fait. Ça fait des petits investissements passifs avec justement une maison. On a quand même le confort d'une maison, donc un peu moins de turnover. Oui, j'ai des locataires qui sont restés, limite même, il y en a, j'aimerais bien qu'ils partent pour soit revendre ou faire des travaux. Mais oui, j'ai des locataires qui sont restés, il y en a un, il est resté 14 ans. Ok. Sur la première maison que j'avais achetée. D'accord, ouais, c'est énorme. Et après, voilà, tu disais un peu les erreurs. Moi, une erreur que j'ai faite, mais ce qui est bien, c'est que c'est une petite erreur. Okay. C'est qu'à l'époque, j'ai acheté avec loyer égal taux de remboursement. Ok. Donc, crédit court 15 ans. Oui. Donc, voilà, on va dire que c'est une erreur. C'est une petite erreur. Voilà, ce que j'aime bien, c'est que c'était une petite erreur. Oui. Après, effectivement, j'ai acheté mes 3 premières maisons en 2005, tout la même année. Ok. Donc avec ce même ratio loyer-crédit. Oui. Et donc effectivement, j'en étais de ma poche pour les petits travaux de réparation, d'entretien et la taxe foncière qui sur Angoulême est assez élevée. C'est souvent presque 2 mois de loyer. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté d'investir à la fin de ces 3 premiers investissements. Ouais. Ça m'a calmé. Forcément. Et puis après, je dirais la vie a continué. C'est-à-dire que je me suis mis en couple, on a acheté une maison sur Bordeaux, j'ai changé de job, on a eu des enfants. Donc j'ai arrêté d'investir pendant 10 ans. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Alors c'est pas un investissement, mais j'avais acheté ma résidence principale en banlieue bordelaise. D'accord. Et puis en 2015, voyant aussi que, au niveau financier, au niveau professionnel, qu'il y a un peu le plafond de verre, là, comme on dit. Ouais. Et je me disais, attends, moi j'avais investi pour avoir du temps libre, là j'ai pris des responsabilités au niveau pro et j'ai pas plus de temps libre, mes investissements me rapportent pas forcément. Ouais. Et puis c'est là que j'ai commencé à me former. D'accord, ok. J'ai commencé à me former, donc là je... T'as découvert un autre monde? J'ai découvert un autre monde, voilà, l'offre en 2015 elle était devenue... alors il n'y avait pas encore beaucoup de monde en formation, mais ça commençait. Ça commençait à arriver, ouais, c'est vrai. Donc voilà, je me suis formé et puis après j'ai repris les investissements. D'accord, un peu différemment donc. Un peu différemment, ouais. En 2015, j'ai acheté un studio à Bordeaux. D'accord. Et j'ai commencé la location courte durée. Ah oui, d'accord. Très bien. Oui, donc c'était encore, c'était la fin du début. Oui. Du début de la location courte durée. Ouais.
D'accord. Et donc là, j'avais fait un montage en SCI. Ouais, d'accord. Et pour pouvoir faire du meublé, donc j'ai pris l'option impôt sur les sociétés. D'accord, ok. SCI à l'IS, donc c'était pratique parce que j'étais à l'époque en couple, donc on avait chacun une partie des... une partie des parts de la société. Donc, c'était pratique, voilà, ça a été pratique. Oui, c'était le plus simple, pour ce type de montage. Ça a été simple, surtout depuis on est séparés. Ouais. Et quand il a fallu revendre, donc ça a beaucoup simplifié les choses par rapport à une indivision. C'est vrai. Où on aurait peut-être été obligé de vendre, alors que là, moi j'ai pu racheter les parts tranquillement. À moindre frais. À moindre frais, voilà, donc ça a été une vente chez le notaire. Et puis, Tout à fait. C'est l'avantage aussi, un des avantages de la SCI, c'est qu'on fait de la transaction de parts. Alors, la différence, c'est que quand on est en indivision, on doit repayer des frais de notaire. Quand on doit revendre ou quand il y a une séparation, quand même des associés se séparent et tout ça. Et l'avantage de la SCI, c'est que c'est des parts et donc forcément, c'est beaucoup moins fiscalisé en revente et ça permet une meilleure liquidité, même pour la transmission. Vous pouvez transmettre une partie de parts, alors que l'indivision, c'est toujours frais de notaire, c'est toujours des frais en plus. Donc, c'est vrai que, moi, si vous me suivez, vous savez que j'apprécie beaucoup la SCI à l'IS aussi pour ça, pour cette maîtrise dans le temps de la fiscalité, cette flexibilité aussi qu'il peut y avoir, quoi. Donc, d'accord, ok, location courte durée. Ouais. Après, du coup, tu as continué ? J'ai continué, j'ai enchaîné en 2016. Alors, en fait, justement, en 2015, j'ai rencontré Guillaume Lanvin. Oui, d'accord. J'ai commencé à suivre via son blog. Ok. Et puis, ça a été assez rigolo parce qu'à l'époque, il commençait déjà à être, très sollicité. Donc, moi, je voulais absolument qu'il bosse pour moi, quoi. Enfin, qu'il me trouve un immeuble, quelque chose. Ouais. Donc, je l'ai un peu harcelé de messages et puis j'ai fini par le hameçonner en lui parlant de mes investissements à Angoulême, en lui disant moi j'ai des maisons de ville, ça se passe comme ci comme ça, et voilà, je savais que ça allait l'intéresser. Et donc il m'a contacté et puis je l'ai missionné sur la recherche d'un immeuble et sa mission c'était 1 000 € de cash flow. D'accord, voilà. La barre était haute. Hein. La barre était haute, ouais. Donc c'est assez rigolo. Bon, c'était à l'époque, hein. Aujourd'hui c'est plus possible. Ne nous demandez pas, ne nous contactez pas au sein de projets locatifs en disant j'ai 200 000 € et je veux 1 000 € de cash flow. Ça ne se fait pas, on ne sait pas faire. Et on ne veut pas faire parce que c'est vraiment des investissements casse-gueule. Et ce qui était faisable il y a quelques années ne l'est plus aujourd'hui. D'ailleurs, c'était un investissement qui a généré un certain nombre d'anecdotes. Hein. Ah ouais. Ah oui, okay. Déjà, c'est un immeuble qui avait été saisi par une banque. Ah oui, d'accord, ok. Défaut du précédent propriétaire. D'accord. Donc, a priori, il avait gardé l'argent des travaux pour lui et il avait fait les travaux lui-même. Donc, on avait une somme de problèmes et de malfaçons incroyables. Ouais. Et j'avais un côté de l'immeuble qui était délabré à cause de dégâts des eaux et de l'autre côté un début d'incendie. On avait la totale. Le dégât des eaux a éteint l'incendie. C'est rigolo. Okay. Tu avais un côté brûlé, un côté plein d'eau. Donc beaucoup de travaux. Donc Guillaume, pour ceux qui connaissent pas, vous connaissez tous Guillaume Lanvin qui est mon associé au sein de Projets Locatifs, qui tenait un blog qui s'appelait immeublesderapport.fr, donc qui est toujours en ligne mais qui est plus alimenté parce qu'évidemment depuis la création de Projets Locatifs, on est focus sur le développement de projets locatifs. Mais à l'époque, Guillaume accompagnait des investisseurs, pour leur trouver des biens. Il faisait des projets clés en main, comme ce qu'on fait pour Projets Locatifs. Et je sais qu'il recevait énormément de demandes. On ne pouvait pas répondre effectivement à toutes les demandes et c'est aussi en partie pour ça qu'on a voulu créer ensuite Projet Locatif pour répondre à ces demandes qui étaient énormes, quoi. Donc ok, donc là immeuble de rapport, alors on va donner quelques chiffres parce que tout le monde dans les chiffres. Bon alors en moyenne à peu près pour avoir un ordre d'idée, alors attention c'était en 2016, donc voilà, faut remettre dans le contexte. Alors l'immeuble, le coût de revient complet, c'était dans des 265 000 €. Il y avait des travaux du coup. Il y avait beaucoup de travaux. Alors après le budget travaux, je t'avoue que j'ai un peu zappé le. Ouais, mais bon, c'était le coût total du projet. Je pense 260. 265 et le coût de l'immeuble c'était dans les 140 000 €. D'accord, ok. Parce que Guillaume avait fait une négo à la SERP. Okay. On avait triplé le banquier. D'ailleurs, il a plus voulu bosser avec Guillaume après. Donc, non, mais pourtant, il faut être gentil avec les banquiers. Maintenant, on est plus sympa parce que sinon. 80 000 € de travaux ou quelque chose comme ça, quoi. Combien d'appart ? Alors, potentiellement, il y a 7 logements. Ah oui. Et j'en exploite pour l'instant 6.
Voilà, D'accord. donc, ça fait 5 studios T2. Ok. Et après, j'ai une maison T3 avec un grand terrain. D'accord. Location nue, location meublée. Alors, je fais du nu. Et là, là, j'ai monté une SCI à l'impôt sur le revenu. D'accord. Pour bénéficier du déficit foncier qui était assez important. Très bien. Et puis, alors voilà, pour l'anecdote, avec mon ex-compagne, comme je trouvais qu'elle s'était pas investie trop dans le projet bordelais, on avait recréé une SCI, mais là, du coup, j'étais à 98 et 2%. Voilà. D'accord. Donc ça a été aussi assez simple vous avez modulé en fonction de à revendre les parts quand on s'est séparés. J'ai pu racheter les parts, refaire un autre montage et voilà. On demande toujours les statuts, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. En fait, ça se décide au moment où il y a un projet aussi. Là, tu as choisi justement la SCI à l'IR parce qu'il y avait beaucoup de travaux. Si c'était un autre projet, tu aurais fait une SCI peut-être à l'IS ou peut-être même du nom propre, on n'en sait rien. Parce que ça s'explique, c'est au niveau du projet. Au moment où il y a un projet, moi c'est exactement la question que je me pose à chaque projet. Est-ce que je le mets dans une SCI à l'IS, est-ce que j'encapsule? Est-ce que je l'achète en nom propre parce que ça me recrée du déficit foncier? Est-ce que je peux l'exploiter en meublé pour bénéficier du régime LMNP au réel? Ça se décide à ce moment-là et il n'y a pas un statut miraculeux. Faites attention à certaines personnes qui vont vous vendre des montages ultra complexes avec des holdings, des démembrements de parts, d'usufruits, de trucs qui vont forcément amener tôt ou tard à des redressements parce que c'est de l'abus de droit, clairement. Si votre but c'est d'éviter l'impôt à tout prix, ça sera vu et le jour où vous faites choper, c'est dommage parce que c'est un château de cartes qui s'effondre. Oui, moi je pense que c'est des montages qui sont bien au-delà d'un certain patrimoine. Et c'est vrai que quand on débute, déjà constituer ton patrimoine avant de penser à faire ce genre de montages qui sont un peu complexes. Et toujours une solution. Et puis il y a une solution et la solution d'aujourd'hui elle peut pas être optimale toute la vie. Là, moi, par exemple, je me suis séparé. Mais au moins, je suis content d'avoir fait une SCI, par exemple. Oui, tout à fait. Puis elle est adaptée à chaque personne, à chaque situation. Alors, je sais que c'est frustrant de dire ça, mais ça peut pas se décider comme ça, quoi. Donc, ok. Après, tu as acheté des immeubles. En fait, après, ce qui s'est passé, c'est que comment dire. On va dire que j'ai été mis en disponibilité au niveau professionnel. Bref, ils m'ont viré, quoi. Ok. Au suivant. Et en fait, c'était juste après l'achat de l'immeuble que Guillaume m'avait trouvé. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais dispo parce que j'étais en préavis payé à la maison, entre guillemets. Et du coup, Guillaume, on s'appelait tout le temps à l'époque et je venais avec lui pour suivre les travaux et en même temps, on allait visiter d'autres immeubles soit qui démarchaient, soit qui faisaient les travaux. Donc entre guillemets, il m'a appris un nouveau job, quoi. Et du coup, en 2018, j'ai rejoint Projet Locatif. Oui, au tout début, quoi, la création, en fait. D'accord. Voilà, donc, c'est à ce moment-là, puis là c'est une page qui s'est tournée, quoi, en fait, carrément, tout à fait, de ta vie aussi. Absolument, c'est vrai. L'indépendance, quoi. En termes professionnels. C'était le bon moment et. Puis même, toi t'as connu, je sais pas, je parle pour toi, mais je sais pas ça, mais nous on a beaucoup de conseillers qui pendant une période de leur vie vont se concentrer sur le développement financier, ils vont regarder leurs fiches de paye, leurs postes, monter un petit peu en grade, et puis au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est une course un petit peu à l'échalote, comme ça, qu'ils sont un petit peu plafonnés, ils ont beaucoup de pression, ils courent partout, et ils sont en train de regarder défiler leur vie, quoi. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai ça, mais en fait, je suis là de passage le week-end parce que j'ai encore des trucs qui tournent, j'ai des... Et au bout d'un moment, ça devient insupportable. De toute façon, en 2015, c'était mes 40 ans. Ah ben voilà. C'est un peu, on dit, c'est la crise de la quarantaine, mais en fait, c'est... qu'est-ce que j'ai fait de mes rêves, quoi. Entre 35 et 45 ans, en général, ça arrive. Et plus le temps passe, si vous regardez cette chaîne, vous faites partie des personnes qui ont compris qu'on peut générer aussi des revenus de manière plus passive que seulement dans une rémunération de travail. Et donc, il y a un moment où cette différence prend trop de place dans votre tête et elle devient un petit peu insupportable. Et l'indicateur aussi bien-être, plaisir, prend le dessus sur une fiche de paye, parce que clairement une vie c'est pas une fiche de paye avec des dépenses qui augmentent. Quand on a les revenus qui augmentent, on veut une plus belle voiture, on veut une plus belle maison, on veut ci, on veut ça, et donc au final c'est encore une fois le retour à zéro.
Donc voilà, c'était tournant de vie. Enfin, je sais qu'au niveau de projet locatif, c'est 70% des conseillers qui avaient des postes à responsabilité, qui gagnaient très bien leur vie, et puis au bout d'un moment, ils n'étaient plus en adéquation avec ce qu'ils pensaient, ça devenait insupportable, quoi. Ouais, donc j'en parle parce que je sais qu'aujourd'hui, voilà, tu as un mode de vie qui est très différent peut-être de ce que tu avais avant, et voilà, et t'es épanoui, t'es heureux, enfin je veux dire c'est cool quoi. De voir que c'est pas le financier uniquement. Exactement. Si parce que c'est vrai que comme tu dis, c'est la course à l'échalote. Ouais. Alors, qui dit voilà, des responsabilités, du coup moins de disponibilité pour sa famille. Bien sûr. Du coup il faut faire d'autres dépenses pour compenser ou avoir des gardes d'enfants, etc. Ouais, exactement. Et au final, voilà, on gagne plus, mais on dépense plus. Donc c'est vrai que ce qui compte, c'est ce qui reste à la fin. Donc attention des fois à cette course, mais bon. Chacun. Puis on parlait des échanges. Enfin là, tu reviens encore de vacances. Enfin voilà, tous ces moments, tous ces souvenirs, c'est ça qui nous reste aussi, quoi. Voilà, c'est pas. Je veux dire, bon, même si vous regardez cette chaîne, bien sûr l'argent est important, la notion de gestion financière est importante, mais voilà, c'est pas le plus important dans la vie. À partir du moment où on a de quoi vivre, pour moi, le plus important c'est le temps, quoi. En fait, parce que moi, j'ai découvert un peu sur le tard, c'est qu'il faut pas grand-chose pour être heureux, en fait. Ouais. Donc après c'est un peu mais ça on l'apprend, je trouve je sais pas si les gens réalisent, mais quand on commence à s'intéresser à l'indépendance financière, moi j'ai réalisé que en fait si tu sais vivre avec 1000 € par mois, du coup c'est presque entre guillemets super facile de devenir indépendant, générer 1000 € de cash flow. Bon après je suis d'accord, si tu es smicard ou tu as un petit job, la banque va moins te prêter facilement. Bien sûr. Si il te faut 5000 € par mois pour vivre, il va te falloir un paquet d'investissements et puis donc beaucoup de responsabilités. Donc voilà, donc c'est un peu le paradoxe, mais si tu sais maîtriser tes dépenses, tu mets beaucoup de chances de ton côté. On va casser un peu le mythe, sachant que moi aujourd'hui j'ai une soixantaine de biens et voilà, et donc j'ai je sais pas à peu près 27-28 000 € par mois de revenus locatifs. Clairement, aujourd'hui, si je devais vraiment vivre de mes revenus locatifs, je pourrais le faire de manière modérée, mais ça ne serait pas la grande vie. Il faut casser un peu ce mythe où on va se faire une fortune en investissant dans l'immobilier et vivre du cash flow. Aujourd'hui, je m'enrichis beaucoup grâce au remboursement du capital. C'est vrai, tous les mois, je rembourse énormément à la banque. Mais c'est surtout au moment où je vais revendre, où je vais récupérer cet argent. Et voilà, c'est à ce moment-là où je vais vraiment m'enrichir, en fait. Mais c'est pas le cash flow qui fait le plus gros enrichissement. Voilà. Et il faut savoir que les temps ont changé. Aujourd'hui, on n'investit plus comme on investissait avant. Aujourd'hui, là, je viens de signer mon premier compromis avec un immeuble en cash flow négatif. Alors là, je vais avoir les dislikes ici. Mais c'est pas grave parce que, alors c'est pas beaucoup, c'est pour un projet à 300 000, j'ai 1000 € par an de cash flow négatif. Et je mets de l'apport, je mets 15 000 € d'apport dans ce projet, c'est la norme, c'est les banques maintenant, voilà, donc le monde évolue, le monde change, et soit vous restez sur le carreau, soit vous suivez un petit peu le mouvement. Mais c'est pas grave, parce que sur ce projet, j'ai à peu près 1400-1500 € de mensualité de crédit, et j'ai un bon taux, parce qu'on emprunte aujourd'hui pratiquement gratuitement, donc j'ai quasiment 1200 € de remboursement de capital tous les mois, donc il y a 15 000 € d'enrichissement par an, pour 1000 € d'effort d'épargne, enfin de cash flow négatif. Donc voilà, donc c'est pour dire un petit peu que voilà, même avec les contacts que j'ai et tout, il faut accepter maintenant, si vous voulez avancer, des rentabilités plus faibles et voilà, les nouvelles conditions actuelles, quoi. Donc, ok. D'ailleurs, je sais pas, j'y pense depuis tout à l'heure, mais un petit truc que j'avais utilisé un moment pour entre guillemets corriger une erreur que j'avais fait sur mon deuxième investissement. Je trouve que je l'avais payé un peu cher. En fait, je m'étais auto-revendu un de mes biens. C'est-à-dire que j'avais fait racheter un de mes biens par la SCI à l'IS. Ah, d'accord. Donc, ce qui avait permis le banquier étant d'accord, ça avait permis de la refinancer. De bien à dégager plus de cash flow, quoi. Et du coup aujourd'hui c'est devenu un de mes plus gros cash flow parce que c'est une maison aussi que j'ai transformée en colocation. D'accord. Et donc très bien. Donc ça m'a permis de. Donc le bien que tu avais acheté en nom propre, tu l'as fait acheter par la SCI. Donc un prêt à toi-même. Voilà. Ça se fait très bien. Ça c'est pas moi-même en vrai, mais oui, enfin à la SCI, à la SCI dont tu as des parts. Petite pirouette, quoi. Mais ça, c'est intéressant, donc effectivement. Alors ça, c'est au bout d'un moment, quand on a remboursé du capital, qu'on veut récupérer un petit peu.
À partir de 10 ans, ça commence. On peut se poser la question de le faire. C'est ça. Donc ce que je veux aussi dire par là, c'est que des fois, ce qu'il faut faire attention, c'est pas faire des grosses erreurs. Ouais. Mais que voilà, on fait toujours des erreurs. Faut pas se bloquer sur un investissement bien sûr. de peur de ne pas avoir la solution parfaite, quoi. Elle n'existe pas, puisque votre situation personnelle, ta situation personnelle, elle évolue, elle change. C'est jamais parfait. Quand tu es jeune, tu as peut-être envie d'être rentier tout de suite. Ouais. Quand tu prends un peu d'âge, tu te rends compte que c'est pas forcément évident, et puis tu n'as pas forcément envie de rien faire de tes journées. C'est du boulot. La rentabilité, c'est du travail derrière. Voilà. Donc, il n'y a pas de solution parfaite, donc il faut se lancer, je pense. Et puis après, ce qu'il faut surtout, c'est pas faire les grosses erreurs. Ouais. Parce que voilà, moi, les petites erreurs que j'ai pu faire, c'est d'acheter sur des durées de remboursement trop courtes. Ouais. Mais ça s'est corrigé, voilà, j'ai refait financer. Voilà. Tout à fait. Il y a des solutions. Après, plus le temps passe, plus il y a des solutions, parce que moins on doit à la banque. Donc, tout à fait. C'est ça. Bon, alors maintenant tu as débuté depuis 3 ans l'activité projet locatif. Ouais. Donc ça se passe plutôt bien. Tu as accompagné pas mal d'investisseurs dans leurs projets. Ouais. Donc d'acquisition sur le secteur de Bordeaux en périphérie. Donc c'est quoi les projets que tu as proposés, que tu as accompagnés? Alors moi je me suis spécialisé dans les colocations. Oui. Alors je me suis spécialisé colocation étudiante, jeunes actifs. Donc j'ai fait après, j'ai plus le chiffre en tête, mais une petite dizaine de projets avec des clients sur des appartements type T5. Ouais. Voilà, idéalement, moi, ma coloc, c'est 4 chambres. Ok. Idéalement 2 salles de bain. D'accord. Ou salles d'eau. Et puis un espace à vivre sympa. Voilà. Très bien. Donc généralement, moi, je cherche plutôt autour des facultés ou des bassins d'emploi. Par exemple, Bordeaux, il y a Mérignac. Tout à fait. Pour la faculté, il y a Talence, etc. Très bien, bon secteur. Et ce qui est le bon compromis pour l'aspect patrimonial, où on a quand même des grands appartements sur le secteur où il y a de la valeur foncière, tout en mixant avec un mode d'exploitation qui booste la rentabilité un petit peu. Exactement. Alors voilà, après moi ce que je trouvais intéressant sur l'achat d'un appartement en colocation par rapport à d'autres stratégies comme des divisions ou autres, c'est le fait qu'on ne fait pas de gros travaux de transformation. C'est-à-dire que on va avoir un appartement avec 4 chambres, peut-être 2 salles de bain, mais c'est un appartement qu'on va pouvoir revendre à une famille, quoi. Parce qu'aujourd'hui, en plus, on a des familles de plus en plus recomposées, donc il peut y avoir pas mal d'enfants. Bien sûr. 2 salles de bain, ça peut être qu'un plus. Ouais. Donc voilà, je trouve qu'on ne dénature pas l'appartement. Tout à fait. Et on peut intéresser à la revente une famille, quoi. Complètement, c'est un projet qui se revend pour une résidence principale, puisque sur les plus-values en général, c'est sur des résidences principales, c'est pas dans des investisseurs où ils vont regarder la rentabilité, mais revendre en tant que résidence principale, effectivement, ça intéresse beaucoup plus de monde, en tout cas que les investisseurs, donc c'est pas mal. Ok, donc c'est quoi les projets après budget moyen, les rentabilités à peu près, faire une fourchette des dizaines de projets. Alors pour moi un projet moyen c'était dans les 250 000 euros tout compris. D'accord, donc c'est meublé, prêt à louer, quoi, avec tous les honoraires, projets locatifs, les travaux, les frais de notaire, voilà, tout meublé, équipé, clé en main, quoi. Tout à fait, ouais. D'accord. Okay. Et après on avait des rentas dans les 10%. D'accord, ce qui est très bien. Donc cash flow positif. Cash flow positif. Alors voilà, idéalement c'est d'avoir entre au moins 200 jusqu'à 400, 500 euros de cash flow. Et moi, le meilleur projet, c'était d'avoir un projet rentable à l'équilibre avec 3 chambres sur 4 de louer, par exemple. Ouais, ça c'est top. Ça c'est top. Puis en plus, il y a la dilution du risque. Avec justement, c'est comme tu dis, il y a une chambre qui est pas louée, il y en a 3 autres qui sont louées, donc ça tourne quand même. Ouais. Donc c'est assez sécurisant, quoi. D'accord, donc très bien. Donc, et puis après, c'est vrai que c'est un mode de vie qui correspond de plus en plus à certains jeunes actifs. Complètement, il n'y a pas que les étudiants. Parce que des fois, on parle beaucoup des étudiants. Moi, j'ai rien contre les étudiants, mais des fois, c'est vrai que c'est des gens qui vont prendre une colocation de manière subie. C'est-à-dire, ça coûte un peu moins cher qu'un appart tout seul. Donc je prends une coloc. Et puis après, s'ils sortent de chez papa-maman, ils ne savent pas forcément faire le ménage. Voilà. Donc. Après, il y a une autre clientèle, entre guillemets, c'est les jeunes actifs. Où eux, ils souhaitent une colocation pour être avec d'autres jeunes. C'est un choix de vie.
Okay. Et alors là, on part sur justement des turnovers très faibles, quoi. On a des gens qui vont rester plusieurs années. Voilà, alors ils vont rester généralement jusqu'à ce qu'ils se mettent en ménage, en couple. Ok, super. Voilà, c'est la moyenne des locataires, du coup, c'est plus étudiants, plus jeunes actifs, du coup, le pourcentage là sur les colocations. C'est à peu près, c'est kiff-kiff. Après, ça dépend de la localisation. C'est sûr que si vous avez un bien près de la faculté, ça va être plutôt des étudiants. Après, un bien plus vers le centre-ville ou vers les bassins d'emploi, on aura plus des jeunes actifs. De toute façon, oui, c'est en fonction de la localisation. Voilà, la demande naturellement elle se fait. Ouais, très bien. Mais de toute manière, colocation, ça fonctionne encore très bien. Et bien sûr, pour les jeunes actifs, on a pas mal de conseils qui ont fait même des colocations à thème, avec pas mal de thèmes différents. Beaucoup dans des grandes maisons aussi, avec chaque chambre avec sa salle de bain. On monte en gamme encore à la colocation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées sur ce marché-là. Donc on monte toujours d'un cran, on va vers le co-living, l'espace où on vit en commun, où on a des chambres plus grandes, où on peut recevoir avec un petit coin bureau. Enfin, voilà, donc on s'adapte encore une fois au marché. Et bien sûr, faites attention parce que dans la colocation, il y a aussi ces pièges avec les règlements de copropriété, avec les syndics, les analyses, voilà, tout ça qui sont évidemment à prendre en compte. Donc faites-vous accompagner par des professionnels de l'investissement comme Projet Locatif, comme David Sautré. Parce que voilà, ça vous évitera quand même pas mal d'erreurs et ça vous fera gagner aussi beaucoup d'argent parce que en fait tout ça a une vraie valeur et en optimisant tout ça, on fait bosser tes artisans qui ont l'habitude, qui travaillent un peu moins cher que les prix du marché, etc. Mis bout à bout, voilà, ça sécurise et ça optimise bien sûr mieux les projets. Donc voilà, écoute, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui a envie d'investir et qui a peur? On a plein de gens qui ont peur, ils disent ouais, moi je veux passer à l'action, j'ai un peu peur. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour l'aider à franchir le premier pas? Déjà, premier conseil, ce serait d'avoir un minimum de formation. D'informations, c'est vrai que aujourd'hui, voilà, l'information elle est quand même assez disponible. Tout à fait. On peut trouver facilement des formations sérieuses à un bon prix, on va dire. Et après, après s'il y a toujours une peur, moi c'est de se faire accompagner, quoi. Hein. C'est vrai que moi-même pour mon immeuble, je suis passé par. C'est clair. Enfin, à l'époque c'était pas Projet Locatif, mais voilà, je me suis fait accompagner et puis je regrette pas mon investissement puisque j'ai le. À peu de choses près, j'ai le cash flow qui était attendu. Donc, et puis maintenant, c'est comme toi, maintenant, on gère ce bien-là. Et c'est vrai que comme c'est des investissements assez importants en termes de montant de crédit, et c'est vrai qu'on est content aussi de voir l'amortissement tous les ans. C'est 12 000 euros de capital tous les ans. Donc, ça sans rien faire, plus un peu de cash flow. Tout à fait. Donc c'est vrai que tous les ans, sans rien faire, ton patrimoine, il grossit, quoi. Hein, et c'est vrai qu'il y a un dicton qui dit le meilleur moment pour investir dans l'immobilier, c'était il y a 10 ans. Mais à partir du moment où vous neutralisez les grossières erreurs, grosses erreurs, et puis le fait d'être accompagné, justement, ça permet de sortir de tout ça. De se rassurer aussi. Nous, tous nos conseils, vous savez, sont tous des multi-investisseurs. Donc, ils peuvent vous accompagner, vous montrer leurs biens. Voilà, j'ai acheté ça, ça marche. Voilà comment répondre à toutes vos questions. Parce qu'au début, on a plein de peurs, on a plein d'interrogations. On ne sait pas trop. Et on pose souvent des questions aux mauvaises personnes. Donc, vous risquez d'avoir des réponses qui vous induisent en erreur et qui vous orientent malheureusement vers le mauvais chemin. Donc, demandez conseil à des gens qui ont déjà investi. Voilà, c'est ça. Et qui ont acheté plusieurs lots, quoi. Pas quelqu'un qui a juste acheté un appartement dans un coin parce que ça s'est mal passé, quoi. Il va mal vous induire. On en rencontre. Rien que la semaine dernière, j'ai rencontré un gars, il avait acheté un appartement à l'MNP géré par une société, quoi. Et il disait là, avec le Covid, ils ont tout fermé. J'ai plus mes loyers depuis 6 mois. Donc forcément, si vous rencontrez ce genre de personnes, ça va vous freiner. Et si vous rencontrez des gens comme nous, comme moi, moi j'ai 0 loyer impayé, j'ai eu 0 vacances locatives, même en cas de Covid. Tout se passe très bien, tout est bien géré parce que les choses ont été bien faites. Mes appartements se relouent très facilement. Je peux que vous encourager à faire les choses bien, quoi.
Voilà, et puis de toute manière, passer par, évidemment, je peux vous dire le contraire, de ne pas passer par nous, évidemment, parce que dans la tête et dans la réflexion d'un investisseur, vous devez voir ça comme des effets de levier, en fait. Hein. On fait gagner du temps, de l'argent, ça on l'a dit, mais c'est de l'argent qui est financé par la banque, qui est remboursé par les locataires, et au final, même si on va prendre, je sais pas, 10, 15, 20 000 euros de commission, étalé sur le nombre d'années, en fait, allez, vous allez peut-être avoir 20, 30 euros de cash flow en moins, mais surtout, vous allez passer à l'action et vous allez avoir une meilleure optimisation, une meilleure sécurité. Donc, franchement, voilà, moi, je serai mon premier client. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est un peu la réalité parce que ça demande du temps. Toi, tu fais que ça, entre autres, avec quelques voyages aussi à côté. Et beaucoup de temps avec tes enfants et tout ça, évidemment. Mais ça demande du temps parce que pour qu'on arrive à trouver les bonnes affaires, c'est ça, c'est être sur le coup, au bon moment, tout de suite, le bon réseau. Voilà. Donc, voilà, écoute, je pense que c'est pas mal, hein. Merci d'avoir partagé tous ces conseils. Écoute, c'était très sympa de t'avoir, d'avoir pu accepter de participer à ça. Avec plaisir. Écoutez, j'espère que ça vous aide. Si vous êtes, si ça vous plaît ce genre de vidéo, mettez un petit like. Voilà, ça encourage l'algorithme et tout ça, puis ça nous aide au référencement. Donc merci pour votre soutien. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires sur le parcours de David, sur les conseillers projets locatifs, sur des questions diverses et variées. On prendra le temps d'y répondre avec plaisir. Sinon, merci d'avoir regardé la vidéo. Puis je vous dis à très vite, à bientôt. Il n'y a pas de régularité maintenant de publication de vidéos. Je fais un peu comme ça vient. Donc restez connectés, abonnez-vous et à bientôt. Ciao!